Coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Évidemment que je la tourne dans mon petit salon, dans mon petit canapé avec mon petit tableau blanc, sur lequel j'ai marqué au feutre bleu que mon vlog va être une spéciale politique française. Politique française évidemment pour les débutants, ceux qui s'y connaissent pas en politique. Enfin, oui, bien sûr, je vais donc pas faire de critique. Je vais tout simplement vous faire une petite leçon, quelques petites leçons très courtes sur la politique française. Avec quoi je me base? Eh bien, je me base avec un bouquin, un tout petit bouquin, un format de poche, avec quelques notions de politique française. Voilà, donc là c'est marqué que c'est pour les nuls, mais vous n'êtes pas nuls. Voilà. Mais c'est bien de réviser un peu la politique parce que en ce moment il se passe des choses bizarres en politique française, et donc j'ai donc décidé de vous parler de tout ce qui tourne autour de la politique sur ces quelques notions, vite fait, bien fait. Quelques notions de la politique française évidemment. Ça sera un peu un fil rouge pendant tout l'été. Maintenant qu'on a fait notre travail en tant que citoyen pour élire le président et l'Assemblée, et qu'il y a eu bien sûr dernièrement un petit changement dans le gouvernement, donc un petit changement qui risque de durer quelques mois. Donc j'ai voulu faire un point sur des éléments importants sur, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement. Donc ça veut dire qu'on va parler... Alors on va parler de quoi? Alors je cherche le sujet par rapport bien sûr aux élections, au vote. Au vote et plus particulièrement le droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes, donc la fameuse histoire de la parité et de l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques et professionnelles, constitue un des grands débats de ce début du XXIe siècle. Mais avant cela, les femmes ont attendu presque un siècle, de 1848 à 1944, pour obtenir le droit de vote à égalité avec les hommes. Les femmes étaient dans les faits privées du droit de vote jusqu'au décret du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire de la République française présidé par le général de Gaulle. Ce décret constitue l'aboutissement d'une très longue lutte. Sous la Révolution déjà, quelques femmes ont revendiqué le droit de vote et la participation aux affaires publiques. Voilà, et celle qui est bien sûr l'auteur de la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, auteur en 1591 de la Déclaration des droits des femmes et la citoyenne, qui interpellait déjà le pouvoir machiste. Elles ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. De fait, elle finira sous le couperet de la guillotine en 1793. Voilà, après c'est des détails historiques. Une fois le droit de vote donné aux femmes britanniques en 1918, la France a été une des dernières démocraties à refuser d'accorder ce droit élémentaire à la moitié de sa population. Si le combat pour l'égalité homme-femme en matière électorale est définitivement gagné, d'autres doivent être menés à leur terme. Les femmes accèdent difficilement aux responsabilités électives. Plus de 60 ans après l'obtention du droit de vote, elles luttent encore pour accéder aux responsabilités électives et exécutives, jusqu'ici monopolisées par les hommes. Et voilà. On va passer... Donc les campagnes électorales, c'est du passé. À l'élément important, la fameuse, soi-disant,
la cérémonie électorale. Le moment d'aller voter, le vote. Le vote est un acte solennel. C'est pourquoi il est organisé comme une cérémonie républicaine. Ces règles qui nous paraissent aujourd'hui immuables ont été patiemment mises en place. On vote désormais dans les lieux publics, la mairie de sa commune ou l'école publique. Ça n'a pas été toujours le cas. Au début de la Troisième République, les électeurs devaient se rendre au domicile du maire. Ah, carrément, chez le maire. On va voter chez le maire. Voter au domicile du maire pour déposer leur bulletin dans l'organisation des scrutins dans des bâtiments publics facilite et garantit le contrôle de la régularité des opérations de vote. Le vote est secret. Cela n'a pas été toujours évident, l'isoloir, élément important qui permet à chaque électeur de glisser son bulletin dans l'enveloppe loin des regards et loin des pressions, n'a été rendu obligatoire qu'en 1913, à l'issue des plus grandes batailles de notre histoire parlementaire. Voilà, on va pas parler des choses négatives comme par exemple la fraude électorale. On va parler alors là des trucs un peu techniques. Non, quand ce sera d'actualité, je vous en parlerai. Non. L'abstention, tiens, sujet de l'abstention. Eh oui, l'abstention c'est un élément important. La poussée de l'abstention est une manifestation incontestable du phénomène du rejet du politique. Il convient pourtant de relativiser. L'abstention c'est quoi? C'est les personnes qui ne vont pas voter. La fréquence des scrutins. Les électeurs français sont en moyenne appelés aux urnes 2 années sur 3. Ça peut expliquer bien sûr cette sorte de lassitude électorale ou de fatigue civique. Et les Français votent massivement à l'occasion des scrutins qu'ils considèrent comme essentiels. L'élection présidentielle enregistre ainsi le plus faible taux d'abstention. Le premier scrutin présidentiel au suffrage universel en 1965 a établi un record de participation. À l'époque, à l'ancienne époque, c'était seulement 15,2% d'abstention au premier tour du scrutin. Ah oui. À la vieille époque où on s'intéressait beaucoup au président. Depuis 1965, le taux d'abstention à la présidentielle reste faible. 15,8 en 74, 18,9 en 81, 18,6 en 88. Malheureusement, ce taux dépasse pourtant les 20% à plusieurs reprises. 22,4% en 69. 21,6% en 95, 28,4% en 2002, 20,52% au premier tour en 2002 et 22,23% au premier tour en 2017. Ces poussées ponctuelles de fièvre abstentionniste s'expliquent moins par la désaffection des Français pour la politique ou par l'insuffisance de l'offre présidentielle qui leur a été proposée, comme en 69, ou l'impression que les enjeux sont moins importants du fait de l'estompement des différences entre les principaux candidats. Exemple, en 2002. L'examen des résultats électoraux aux différents scrutins nationaux et locaux organisés depuis 1958 ne permet pas de conclure à un phénomène d'épidémie abstentionniste. Les électeurs français ne détiennent pas le record de l'incivisme. En France, 80% des citoyens participent en moyenne à l'élection présidentielle et plus de 84% à celle de 2007. Quand moins de 50% des électeurs américains votent pour désigner leur président. Ah oui, les Américains sont pires que nous. Ils s'abstiennent beaucoup d'aller voter pour Donald ou pour Joe. Voilà. Moins de 50% Mais bon, c'est un autre système de vote que le nôtre là-bas aux États-Unis. Un peu plus complexe. Une histoire de grands électeurs, etc. Bon.
C'est pas la peine que je fasse un dessin, ça ne nous regarde pas. Voilà, le plus important c'est l'abstention, donc prochaine élection dans 2 ans avec les européennes, si je me trompe pas. Évidemment, malheureusement cette année on a eu droit donc à des votes de sanctions, voire même des votes éclatés. Voilà, la désaffection et le rejet du politique ne se manifestent que marginalement par le phénomène de l'abstention. Voilà, déjà on s'abstient, c'est grave. Et malheureusement, ça provoque sur ceux qui votent, bien sûr, des votes sanctions ou des votes éclatés. Voilà. Les Français se rendent aux urnes chaque fois que l'enjeu en vaut la peine. Mais ils usent de leur butin de vote comme d'une punition. Là, boum, mauvaise note. 0, boum. Voilà, c'est un peu comme si on était les profs d'école et qu'on donnait un bulletin de notes, ou on donne chacun notre bulletin de notes au président. Voilà, bon déjà bien sûr, il y a eu quelques moments de mouvement de grève, les gilets jaunes et bien sûr le Covid. Surtout les gilets jaunes, bien sûr. Avant le Covid, un gros manif, bien sûr, pour le pouvoir d'achat, pour bien sûr le carburant. Le vote de sanction. Et les explications là, le vote de sanction constitue la première manifestation du rejet de la classe politique par les citoyens. La France qui vote massivement pour la droite en 93, la majorité parlementaire de l'époque frôle les 500 députés. Et la même qui donne la majorité au Parti Socialiste et à ses alliés en 97. Les Français ne sont pas dépolitisés, ils sont zappeurs. Voilà, ils zappent. Voilà, ils disent, bon, la droite est nulle, bon, on va aller à gauche. Oh, finalement, la gauche est nulle, bon, allez, on revient à droite. Après, des fois, ils se disent, oh, allez, on va essayer au centre, aller au milieu. Voilà. Voilà, c'est comme si on change de chaîne, tu vois, ce programme me plaît pas. Oh, et si là, boum, 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 boum. Allez, je préfère aller du côté de TF1. Allez, TMC, bam. Hop. Ah non, attends, non, TMC, c'est pas sympa. Oh, je vais aller sur France 5, allez hop. Voilà, c'est ça. Donner des fonctions, des votes sanctions évidemment au niveau de la télé aussi, ça marche avec les audiences. Des émissions qui s'arrêtent ou qui continuent. Le vote éclaté est sans doute plus redoutable pour notre démocratie. Les grands partis traditionnels n'offrant plus de solutions aux problèmes des Français, ceux-ci sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les formations extrémistes. Ce qui est le cas en ce moment, même si, bien sûr, la majorité présidentielle a une majorité normale, on va dire, comme le président est là, c'est toujours le même, donc voilà, on ne change pas trop mais on fait un peu bouger les sièges, hein, voilà, on fait bouger un peu les sièges aux extrêmes, voilà, on fait un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, voilà, et après, bon, bien sûr, par défaut, voilà, t'en enlèves un peu vers la gauche. Après, bon, c'est vrai que par conséquent, t'as le milieu qui se réduit. Il y a 5 ans, ils étaient waouh. Là, en 2002, les candidats trotskistes ont obtenu 10,2% des suffrages. Et avec 17% au premier tour, l'extrême droite s'est qualifiée pour le second tour. Plus d'un quart des électeurs ont été votés pour les candidats dont ils ne pouvaient penser ni peut-être souhaiter qu'ils accéderaient à la présidence de la République. Ce comportement des citoyens perturbe le jeu politique. Là, ça a bien embêté le président, évidemment, par rapport à l'Assemblée. Une majorité d'observateurs ont dénoncé l'impuissance des gouvernants comme cause principale de la dépolitisation. Les politiques ont certes leur part de responsabilité, mais les fautes de quelques-uns ne suffisent pas à expliquer l'opprobre qui pèse aujourd'hui sur la classe politique tout entière. Wow. Wow. Et vous me dites que je vous explique maintenant
ce qui concerne l'élection présidentielle. Au suffrage indirect, les présidents des 3e et 4e République étaient élus par les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat. Ce mode de désignation ne conférait aucune autorité à celui qui n'était qu'en théorie le premier personnage de l'État. Au demeurant, les parlementaires ont rarement envoyé à l'Élysée des hommes dotés d'une forte personnalité. Sous la Troisième République, Georges Clemenceau prétendait qu'il choisissait de préférence le plus bête. Ses collègues parlementaires l'ont d'ailleurs écouté le 18 février 1920. Ils lui ont préféré Paul Deschanel. Celui-ci, bien sûr, de santé mentale fragile, sera contraint à la démission au bout de 6 mois. Voilà. Il ne faut pas faire d'erreur avec le choix du président. Sous la 4ème République, bien sûr, l'élection de René Coty au 13e tour du scrutin. 13 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Le 23 décembre 1953. D'accord. Donc, bien sûr, pour faire les 13 tours, il faut que ça dure longtemps. A achevé de considérer ce mode de désignation par les deux assemblées. Dire putain, non, on a fait 13 tours, on en a marre. Allez, on laisse tomber cette idée de... Voilà. Les constituants de 1958 ont envisagé de confier l'élection du président au suffrage universel. Ils ont renoncé parce que, à l'époque, bien sûr, le poids électoral du Parti communiste faisait craindre candidat de cette formation ne l'emporte un jour. L'évidence de la désignation du général de Gaulle, investi d'une légitime historique incontestable, faisait que le mode de désignation du premier président de la 5ème République importait peu. Voilà. Voilà un peu toutes les fameuses origines de cette élection avec le suffrage indirect, bien sûr, parce que quand c'était le Sénat et l'Assemblée qui choisissaient le président, c'était un peu spécial. Alors, on va pas parler politique, on va parler... Non. Ah, une question importante. L'histoire des sondages. Les sondages présidentiels et législatifs. Ça existe depuis 1965. Les années et surtout les mois précédant un scrutin présidentiel sont rythmés par les sondages. Ils jouent un rôle essentiel dans le processus de désignation des candidats. Les personnalités présentées comme favoris par les enquêteurs d'opinion bénéficient d'un avantage considérable sur les concurrents de leur camp. En 2006, par exemple, rappelez-vous, les sondages ont ainsi servi, bien sûr, les objectifs de Nicolas Sarkozy à l'UMP et de Ségolène, bien sûr, royale au Parti Socialiste. Ben, cet avantage n'est pourtant pas toujours décisif. Chirac, par exemple, en 1995, tu vois, il a quand même négligé les indications des sondeurs par rapport, bien sûr, et ça, bien sûr, ça a avorté victorieusement Édouard Balladur au premier tour. Résultat, bam, je m'arrive. En réalité, les sondages politiques ne se trompent pas. Ils ne sont qu'une photographie d'une situation à un instant T. Ils reflètent un équilibre des forces en présence à un moment donné. Ils ne constituent certainement pas une prévision ou un pronostic. Ils ne méritent ni l'excès d'honneur qu'on leur confère parfois, ni l'indignité dont on les accable trop souvent. Ils ne font pas de l'élection. Ils ne font pas l'élection. Mais ils l'éclairent avec une précision assez remarquable. Voilà, c'était juste une petite leçon sur l'histoire de ces sondages. Alors, il y a un élément qui est aussi intéressant de savoir, c'est les origines. Pourquoi à un moment il y avait une histoire de septennat, une histoire de 7 ans de présidence. L'avènement de la Ve République et les prérogatives nouvelles et considérables attribuées au président ont changé la nature même du septennat. Aux yeux de certains, la longévité du président pouvait dès lors, constituer une menace pour la démocratie dès le début de la Ve République.
anti-gaullistes ont réclamé la réduction à 5 ans du mandat présidentiel. François Mitterrand avait même inscrit cette réforme dans ses 110 propositions, ce qui ne l'a pas empêché d'oublier de procéder à cette réforme pendant ses 2 mandats de 7 ans. Voilà, finalement bon, il se dit, 7 ans c'est trop long, allez, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire 5 ans. Et puis d'un coup, il devient président, et puis bon, finalement, voilà, après 7 ans, il dit, finalement c'est bien 7 ans, hein. Allez hop, il fait hop, allez, je vais essayer de faire un deuxième septennat, allez, hop. Après le quinquennat, on verra ça plus tard. Hein. Voilà, du coup, il fait 7 ans. Et après, boum, la question de la durée du mandat présidentiel a fait l'objet de nombreuses controverses. Évidemment. Comme un certain Raymond Barre. Évidemment. Certains comme Raymond Barre qui ont proposé de le conserver mais de le limiter à un seul mandat. Voilà. Au lieu de faire 14 ans, tu vois, finalement il propose un septennat, mais un seul septennat, pas 2. Hein, c'est tout. Le plus grand nombre préconisait le passage au quinquennat. Bon, allez. Si on fait un mandat de 7 ans, allez, on peut bien le réduire à 5. Les héritiers du gaullisme se sont longtemps opposés à cette réforme, comme si le septennat était un héritage du général de Gaulle, alors qu'il n'était que le produit d'un accident plus que centenaire. Un accident historique, bien sûr. Georges Pompidou avait pourtant tenté de faire adopter le quinquennat. Gravement malade et donc particulièrement sensible à la durée excessive d'un mandat présidentiel dont il n'allait pas voir la fin, le deuxième président de la République, de la Ve République, avait choisi le 3 avril 1973, date du centenaire de l'adoption du septennat, pour proposer au Parlement le raccourcissement à 5 ans du mandat du chef d'État. Or, faute de majorité qualifiée au Congrès, 3/5 des votes des députés et des sénateurs sont requis pour adopter une réforme constitutionnelle sur la base de l'article 89 de la Constitution. Le président Pompidou avait dû renoncer à son projet. Voilà. Et donc, maintenant parlons de quinquennat. Eh oui, il a fallu attendre 27 ans pour que Jacques Chirac, le dernier rejeton du gaullisme, voilà, c'est un peu spécial, décide du passage du septennat au quinquennat. À 3 reprises, lors de sa causerie traditionnelle du 14 juillet 97, 98, 99, Jacques Chirac exclut de modifier la durée de mandat présidentiel. Le 14 juillet 1999, il est particulièrement ferme. Le quinquennat sous une forme ou sous une autre serait une erreur, et donc je ne l'approuverai pas. L'année suivante, il fait approuver le passage au quinquennat par référendum. Il a sans doute été convaincu par les arguments constitutionnels, bien sûr, avancés par son ami président du Conseil constitutionnel. Voilà. Évidemment, il est alors conscient que les Français lui accordent plus facilement un mandat de 5 ans que le renouvellement d'un bail de 7 ans. Voilà, parce que du coup, les Français ils disent, bon allez, on lui donne encore 5 ans. Hein. Le passage au quinquennat modifie profondément l'équilibre des pouvoirs, mais en faisant adopter ce qu'on appelle le quinquennat sec, Jacques Chirac n'a pas voulu tirer toutes les conclusions, notamment institutionnelles, de cette réforme. Des éléments importants à vous rappeler, les pouvoirs propres du président. Quels sont les pouvoirs, les vrais pouvoirs du président? Alors, ces pouvoirs propres sont multiples. Il peut bien sûr nommer le Premier ministre. Là, par exemple, il a nommé une femme première ministre, Elisabeth Borne. Voilà. Avant, c'était le député des Landes, l'ancien député maire des Landes, Jean Castex. Le recours au référendum, donc on verra si dans les 5 ans on aura droit à un petit référendum. Donc le président peut faire appel au référendum et il peut bien sûr, dans quelques mois, dans quelques semaines, il peut toujours, à n'importe quel moment apparemment, il peut n'importe quand décider. Bon. Allez, j'ai envie de changer de l'Assemblée. Allez,
hop, je dissous l'Assemblée nationale, bam. Et on refait une élection législative. Dans la foulée. Évidemment, et comme bien sûr, comme ces 2-3 dernières années, bien sûr, la fameuse proclamation, il a le droit de proclamer l'état de crise. Voilà. Et il peut également, bien sûr, délivrer des messages au Parlement et les relations avec le Conseil constitutionnel, Voilà, bon, après, bon, là, les principaux pouvoirs, bien sûr, c'est... il peut nommer le Premier ministre, il peut faire un référendum, il peut dissoudre l'Assemblée, et il peut, bien sûr, proclamer, bien sûr, l'état de crise du pays. Donc ça, la nomination, on va pas aller plus loin. Donc évidemment, l'immunité présidentielle sur le statut pénal, ça on passe. Responsabilité politique, ça évidemment. Voilà, quelques petites infos. Et quelques petites infos historiques. Georges Pompidou n'a pas mis son mandat dans la balance lorsqu'il organisait le seul référendum de son règne sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun en avril 72, où Valéry Giscard d'Estaing n'a pas eu recours au référendum. François Mitterrand a eu recours à 2 référendums, bien sûr, sur la Nouvelle-Calédonie en 92. En 92, c'était le traité de Maastricht. Et Jacques Chirac a consulté le peuple français à 2 reprises, bien sûr. Voilà, référendum sur la Constitution européenne du 29 mai 2005, par exemple. Voilà. Ok, je consulte. Ah, des questions intéressantes. La question Première Dame. Question Première Dame. Le statut de Brigitte Macron. Voilà, c'est bien de savoir que le président ne réserve aucun statut particulier à l'épouse du président. La République, bien sûr. Éventuellement au mari ou au conjoint d'une future présidente. Ou aux membres de sa famille. Les femmes des 3 premiers présidents de la Ve République n'ont en demeurant pas joué un rôle politique et se sont surtout consacrées aux bonnes œuvres. Bah, les choses ont pourtant changé à l'époque de François Mitterrand, bien sûr, avec son épouse Danielle, qui, bien sûr, qui était militante socialiste de longue date, qui s'est politiquement impliquée en faveur de nombreux mouvements d'extrême gauche à travers le monde. Et le fils aîné de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, bien sûr, a occupé des fonctions de responsabilité au sein de la cellule africaine de l'Élysée, tandis que le cadet Gilbert était député de la Gironde. Concernant la présidence Chirac, bien sûr, la famille présidentielle aura été encore plus présente, bien sûr, Bernadette, conseillère générale de la Corrèze. L'épouse du président ne se contente pas d'œuvrer dans le secteur caritatif, elle intervient parfois de manière spectaculaire dans la vie politique, bien sûr. Voilà, avec bien sûr la fille cadette du président Chirac, Claude Chirac, bien sûr, qui joue par ailleurs un rôle de premier plan à l'Élysée, bien sûr, où elle est chargée de la communication de son père. Du côté de Nicolas Sarkozy, bien sûr, quant à lui, il a profondément renouvelé l'image traditionnelle du couple présidentiel. Sous son quinquennat, l'Élysée a connu un divorce, un remariage et la naissance d'un bébé en octobre 2011. Ah, c'était une belle époque de parcours de Nicolas dans la présidence, évidemment. Divorce, remariage et naissance. Voilà, on passe les médias. Le Premier ministre, bon c'est bon, il a fait le choix, donc c'est pas la peine d'aller au plus profond. Les premiers ministres, donc voilà, le Premier ministre de Charles de Gaulle, par exemple, on avait droit à Maurice Couve de Murville. Voilà. Jacques Chaban-Delmas, évidemment, pour le général de Gaulle. Pierre Mauroy, évidemment, pour François Mitterrand. Ou encore Alain Juppé, bien sûr, en ce qui concerne Jacques Chirac. Voilà, donc cohabitation, nanana. Alors l'église et l'État, bon ça n'en parle pas trop d'actu. Congé payé, le 11 juin 1936, le traité de Rome, 25 mars 57, l'indépendance de l'Algérie, référendum du 8 avril 1962,
la légalisation de l'IVG le 17 janvier 1975, l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981, la loi de la décentralisation le 2 mars 1982, les 3 lois de moralisation de la vie politique en 88, 89 et en 94, les 35 heures le 13 juin 98 et le 19 janvier 2000 avec Martine Aubry, le quinquennat, donc référendum du 24 septembre 2000. Voilà, après bien sûr il y a tout un sujet sur Jean Monnet, De Gaulle, Maurice Thorez, Edgar Faure, Pompidou, Debré, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Sylvain Veil, Jacques Chirac. Alors ensuite, il y a tout un chapitre sur le syndicalisme, la CGT, FO, CFDT, les indépendants, la CNPF, le comité industriel de l'Est, le comité industriel de l'Est et la Confédération nationale du patronat français. Évidemment, le MEDEF avec Pierre Gattaz, la FNSEA, Christian Jacob, François Barouin, voilà, il y a tout, il y a Michel Bernier, Bertrand, Hulot, Macron, voilà, Marion Maréchal Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, voilà, le Conseil d'État, Cour des comptes, administration, l'Assemblée, ça sera bon. Voilà, on parlera de l'Assemblée, on parlera des partis politiques, de l'Assemblée, le Sénat, voilà, tout ce qui regroupe les partis politiques. Voilà, on parlera évidemment des élections sénatoriales, l'élection des sénateurs, le Sénat, l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà, les membres du Conseil constitutionnel aussi. Il y aura un sujet là-dessus. Voilà, après je regarde. Après on parlera évidemment des pouvoirs du maire. Voilà, la mairie, le conseil départemental, le conseil régional. Voilà, et après on verra les grands moments de l'histoire politique française, évidemment, tous les grands événements. Voilà, là j'ai fait un peu la base, j'ai fait un peu une grande base. Voilà, la grande base de la politique française. Donc, prochain sujet, donc ça sera évidemment les différents monuments, l'Assemblée, le Sénat, et voilà, l'histoire, les partis politiques. Voilà, j'ai un peu survolé les noms les plus connus qui sont cités, qui ont droit à un petit chapitre dans ce bouquin. Voilà, le bouquin qui s'intitule donc La politique française pour les nuls, 200 notions en un clin d'œil. Voilà, j'en ai quand même survolé quelques-unes de ces notions. Voilà, et donc on peut découvrir dans ce livre, bien sûr, les séparations de pouvoir, les cérémonies électorales, le traité de Rome, le Conseil d'État, le Sénat, les rituels de la politique, etc., la parité. Voilà. Philippe, c'est écrit par Philippe Reynard. Philippe Reynard, journaliste politique, qui écrit depuis plus de 30 ans pour la presse nationale et régionale, ancien élève de l'École nationale d'administration et ancien conseiller à Matignon. Il a consacré de nombreux ouvrages au microcosme politique, et donc c'est un livre intéressant. Et ça coûte moins de 10 €, voilà, ça coûte moins de 10 € par rapport au gros bouquin classique, évidemment. Voilà, j'ai décidé d'acheter ce bouquin parce que ça va à l'essentiel, ça va au plus précis, voilà, sans être embêtant. Voilà, chaque notion prend au moins 1-2 pages, pas plus, des petites pages, c'est un petit format, voilà, qui peut se tramaler n'importe où. Voilà, un petit format carré, ça fait combien? Ça fait au moins 400 pages, voilà, 400 pages de notions. Donc un poids assez léger, on va dire. Voilà, c'était donc ma toute première partie, évidemment, sur l'univers politique français. À suivre, donc, je vais en faire un peu toutes les semaines. Je vous laisse tranquille maintenant, que j'ai fait un peu l'essentiel.
Voilà, j'ai un peu parlé des prochains chapitres. Voilà, mais je parle pas uniquement que de politique, je parle également de jeux télé. Voilà, ce que je suis en train de vous parler évidemment, comme vous le savez, de Fort Boyard. Et peut-être que je vous ferai évidemment part d'un sujet intéressant sur d'autres jeux. Voilà, d'autres jeux télé, bien sûr, on parlera peut-être même de ces histoires d'hélicos rouges et d'hélicos bleus, mais ça, si j'ai le temps de le préparer. Voilà, j'ai pris ce bouquin parce que c'était utile pour ma vidéo. Ok? Donc je garde ce sujet de côté, à suivre donc pour un prochain chapitre. Allez, je vous laisse tranquille et je vous dis bye bye. Ah oui, une petite précision. Ah, désolé pour le t-shirt, évidemment, le t-shirt Captain America, voilà, que j'ai acheté pendant les soldes. Voilà, et j'en ai acheté également deux, trois autres, évidemment, sur le même sujet des super-héros, voilà. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce t-shirt, dites-le moi, demandez-le moi en commentaire et je vous mettrai en lien, en description ou sur ma page Facebook. Voilà. Et donc j'aurai peut-être un nouveau t-shirt à vous présenter que j'ai acheté en solde. Voilà, t-shirt Captain America, c'était pour ce premier chapitre. Chapitre suivant, avec un nouveau t-shirt qui n'aura aucun lien avec ce que je vais dire ou vous parler. Allez, à une prochaine fois, toujours ici dans mon canapé avec mon petit tableau. À bientôt.